Bonjour, nous continuons notre cours. La semaine dernière, nous avions vu la diversité qu'il y avait au sein d'une espèce, la diversité intraspécifique. Et bien là, nous allons passer à la diversité entre les espèces, voir quelles sont les différences qu'on peut avoir entre deux espèces. Alors, je vous ai montré cette image-là déjà un certain nombre de fois, je vous la remontre. Ici, ce qui fait la différence entre ces êtres vivants, c'est que ce sont des espèces différentes. Vous dites l'espèce, hein, c'est une grande case qu'on a créée, qui n'a pas forcément de sens chez les êtres vivants, mais qui nous aide, nous, à comprendre ce qui se passe. Bah là, dire les crocodiles et les pélicans sont des espèces différentes nous permet de comprendre que ce n'est pas la même chose, et du coup, nous permet de comprendre qu'il y a des différences entre les espèces. Cette différence, on va l'appeler la diversité interspécifique. Inter, ça veut dire entre, deux choses différentes. Donc ici, on a interspécifique entre des espèces différentes. La biodiversité peut donc être également observée entre les espèces. On parle de variabilité interspécifique. Là, c'est quelque chose dont vous vous doutez, hein, le fait qu'un humain et un bolet ou une tortue soient pas la même chose. Bah, ça vous paraît assez évident, donc il y a une variabilité entre les espèces, différentes entre les espèces. Pour étudier ces différences sur les espèces, on fera un exercice là-dessus la semaine prochaine en cours. Mais pour étudier cela, on va s'intéresser à un groupe cohérent, un ensemble cohérent qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe, qui est ce qu'on appelle l'écosystème. Je vous montre ici un écosystème. Donc nous sommes dans la mer, dans des mers peu profondes. Vous avez ici tout un tas d'êtres vivants, alors principalement des animaux. Ce que vous voyez ici, hein, sont des coraux, sont des animaux. Vous avez par contre des algues un petit peu vertes qui sont par-dessus par endroits. Vous avez également des végétaux sous forme d'algues. Et dans l'eau, vous avez beaucoup d'êtres vivants différents, en général microscopiques, qui peuvent être des végétaux, des animaux, des bactéries ou autres. Donc ici, vous avez un ensemble constitué de plein d'êtres vivants euh, qui vivent ensemble. Ce qu'on va appeler un écosystème, c'est à la fois ces êtres vivants qui vivent dans un endroit précis et le milieu dans lequel ils vivent eux-mêmes. Donc ici, de l'eau, qui est ici de l'eau chaude, peu profonde, puisque ce sont des eaux tropicales ici. Donc ces eaux ici, tropicales, peu profondes, à cet endroit-là, et tous les êtres vivants qui y vivent, ensemble, on appelle ça l'écosystème. L'écosystème, ça va vraiment être la base de fonctionnel des êtres vivants ensemble. Lorsque vous avez plusieurs espèces ensemble, ils vont fonctionner en écosystème. Et après, vous pouvez avoir des écosystèmes les uns à côté des autres. Vous imaginez bien, ici on est dans une eau peu profonde, donc juste à côté, on va avoir par exemple une plage, et puis derrière un continent. La plage est un écosystème avec son sable, ses conditions, sa température, etc. Et à côté de ça, tous les êtres vivants qui vivent sur la plage, les coquillages, les mammifères, les oiseaux, les algues, etc., etc. Et puis sur le continent, vous allez avoir des forêts, etc. Donc à chaque fois, on aura un écosystème qui est constitué de tous les êtres vivants et du milieu. Un autre écosystème, c'est qui est une forêt ici française, une forêt de France métropolitaine, comme on a assez fréquemment. Vous voyez ici des végétaux, des animaux, il y a tout un tas d'autres choses. Il y a des champignons, des bactéries qu'on voit pas forcément, etc. Mais il y a plein de choses. Et vous voyez également les éléments du milieu de vie. Ici, la roche qui est là, donc qui a été érodée, donc qui forme des petits morceaux, mais on a bien la roche, on a l'air qui est autour, on va avoir la pluie, le soleil, tout ça, c'est le milieu de vie. Et donc, tout ça, milieu de vie plus être vivant, forme l'écosystème. On va pouvoir comparer les espèces au sein de l'écosystème, et on va pouvoir comparer deux écosystèmes en comparant les espèces. Alors, si je prends l'écosystème que je veux comparer les espèces, souvent on compare les espèces, ça signifie comprendre quels sont les rapports entre les espèces. Ici, vous avez ce qu'on appelle un réseau trophique, c'est-à-dire des chaînes alimentaires, on peut appeler ça des chaînes alimentaires, entre différents êtres vivants qui vivent dans une forêt de France métropolitaine par exemple. Donc vous avez ici tout un tas d'êtres vivants, vous avez des végétaux, les végétaux vont produire de la nourriture par photosynthèse qui va servir aux herbivores. Les herbivores vont être mangés par des carnivores 1, qui vont être mangés par des carnivores 2, c'est-à-dire des carnivores qui se nourrissent de carnivores. Alors par exemple, ici une tique, c'est un petit insecte qui suce le sang, c'est un carnivore, il va se nourrir d'animaux, etc. Et après, tout cela, que ce soit les végétaux ou
les animaux, lorsqu'ils meurent, ils vont être détruits par ce qu'on appelle les détritivores, qui sont là. Ça peut être des vers de terre, des insectes, des champignons, etc. Qui vont du coup, tout ça va se nourrir, va former un réseau trophique. Je vous rappelle, hein, à la base de ce réseau alimentaire, ce sont les végétaux avec la photosynthèse. Mais donc, dans un écosystème, je vais comprendre les différences entre les espèces. Puis après, je vais pouvoir comparer mes écosystèmes en disant, voilà, j'ai tant d'espèces qui fonctionnent de la même manière dans cette forêt, tant d'espèces qui fonctionnent de cette manière-là, qui est de manière différente dans ce marais, et donc je peux comparer dans lequel il y a plus d'espèces, dans lequel j'ai les comportements les plus différents, etc., etc. Donc, on observe généralement le nombre d'espèces au sein d'un écosystème. Et un écosystème est constitué par le milieu de vie et tous les êtres vivants qui y vivent. Donc, je peux regarder un écosystème et me dire, voilà, la biodiversité, c'est tous les êtres vivants qu'il y a dans l'écosystème. Mais, je peux également comparer les écosystèmes entre eux. Ça, c'est la toundra. C'est un écosystème particulier. Donc là, c'est dans la Sibérie. Ce que vous voyez ici, hein, c'est de la glace qui est en dessous. Donc ce sont des endroits très froids. Mais là, vous voyez des êtres vivants, des végétaux. Dans les végétaux, ici, nous avons des bactéries, nous avons des insectes, nous avons bref plein de choses. Donc dans la toundra, vivent plein d'êtres vivants. C'est un écosystème. Il est évident que cet écosystème-là, la toundra, ce n'est pas le même que la forêt de France métropolitaine dont on a parlé juste à la présent. Et cette forêt-là, ce n'est pas la même chose qu'une savane, qui pourtant est aussi un endroit avec beaucoup d'arbres, des végétaux, des herbes, etc. Des animaux qui ressemblent globalement, hein, entre un chevreuil et une antilope, il n'y a pas énormément de différence, mais vous voyez bien que nous avons des écosystèmes différents. Et cet écosystème-là, dont on pourrait dire il est différent surtout à cause de la température, je peux prendre un écosystème qui a à peu près la même température, celui-là d'un désert, alors l'image est pixelisée, mais vous comprenez, là on est dans un désert qui a à peu près la même température que la savane, mais qui n'est pas du tout la même chose. Nous n'allons pas du tout retrouver les mêmes êtres vivants, pour d'autres raisons. Donc, je peux comparer les écosystèmes les uns ensemble en disant, regardez, dans tel désert, je n'ai pas la même chose que dans telle forêt, ou dans telle savane, ou dans telle jungle, ou dans telle toundra, ou dans tel marais, ou dans telle mer, ou dans telle plage, etc., etc. En comparant les écosystèmes comme ça, je vais pouvoir regarder ça au niveau du monde et je vais m'apercevoir que j'ai des écosystèmes qui se ressemblent. Alors ici, ils sont représentés les mêmes couleurs. Par exemple, vous avez les déserts tropicaux qui sont marqués en rouge. Vous avez les forêts équatoriales en vert ici clair. Vous avez les prairies en jaune ici. Vous avez les forêts à feuilles caduques en vert ici un petit peu clair, etc., etc. Donc, je vais pouvoir regarder, m'apercevoir que j'ai plein d'écosystèmes différents. Autrement dit, ma biodiversité, je peux l'avoir dans l'intérieur d'une espèce, on avait vu la semaine dernière. Je peux avoir entre des espèces différentes dans un écosystème, mais je peux également voir ma biodiversité entre les écosystèmes eux-mêmes. Et donc là, je peux comparer ma biodiversité à l'échelle de la Terre. Donc à quelle échelle spatiale je vais pouvoir regarder ma biodiversité? À absolument toutes les échelles spatiales. Depuis les différences entre deux bactéries jusqu'à les différences entre des écosystèmes dans le monde entier. Donc, je peux observer spatialement mes différences de biodiversité, ma biodiversité, à n'importe quelle échelle spatiale. Donc, de la même manière que les êtres vivants diffèrent au sein d'une espèce, que les espèces diffèrent au sein d'un écosystème, les écosystèmes eux-mêmes diffèrent sur Terre. On peut donc également observer la biodiversité à l'échelle planétaire. Ça, c'était ce qu'on pouvait regarder au niveau spatial. Mais je vous ai dit, on va également regarder au niveau des échelles de temps. Et ça va être la deuxième partie, on va regarder la modification de la biodiversité au cours du temps. Et aujourd'hui, on va se contenter de la partie 2.1, on va regarder la biodiversité passée. Savoir comment est-ce qu'on connaît la biodiversité passée. Alors ça, j'en ai déjà parlé, vous le savez déjà, on ne revient pas trop dessus, c'est principalement grâce aux fossiles. Les fossiles, qu'est-ce que c'est? Ce sont des traces dans la pierre d'êtres vivants. Voilà ce qu'est un fossile. Ici, vous avez deux fossiles différents. Le premier, c'est un fossile d'un dinosaure qu'on appelle un Archaeopteryx, qui avait des plumes. Vous voyez, on voit bien les plumes ici. Ce qu'on voit ici ne sont pas vraiment les plumes, c'est les traces des plumes. Et pareil, ce qu'on voit ici ne sont pas les os, sont les traces des os. Mais avec ceci, on voit très bien qu'il y avait un être vivant dont les os étaient comme ceci, dont les plumes étaient comme cela, et qui est venu ici.
Ici, vous avez la trace d'un autre être vivant. Là, c'est une fleur. On a la trace des pétales, des sépales et même des étamines et du pistil. Bref, on a la trace d'une fleur dans les roches. Autrement dit, on va pouvoir retrouver des traces d'êtres vivants dans les roches, que ce soit des animaux, des végétaux, des champignons ou autres. On connaît les êtres vivants du passé grâce aux traces qu'ils ont laissées dans les roches, ce qu'on appelle les fossiles. Si je regarde mes fossiles, que j'essaye de voir un petit peu ce qu'il y a, je vais voir beaucoup de choses qui rappellent ce qu'on a aujourd'hui. Par exemple, ça c'est un fossile d'une libellule. Si je compare à une libellule actuelle, je vois quand même des choses qui ressemblent. Mais, si je montre ceci à un spécialiste des libellules actuelles, et que je lui demande, voilà, quelle libellule c'est? Il va me dire, c'est pas celle-là, pas tout à fait, parce que les ailes, elles correspondent pas. Puis vous voyez ici, là, l'abdomen, il s'écarte, alors que l'abdomen d'habitude s'écarte pas cette espèce, donc c'est pas cette espèce-là. Et il va regarder dans toutes les espèces qu'il connaît, et il va finalement dire, c'est aucune espèce de libellule que je connais. C'est une libellule, clairement, mais c'est pas une espèce qui vit actuellement. Autrement dit, même les êtres vivants qui ressemblent beaucoup dans les fossiles ne sont pas exactement les mêmes que les êtres vivants d'aujourd'hui. Il y a une différence. Parfois, cette différence, elle est faible. Vous voyez, entre deux libellules, c'est faible. Parfois, elle est beaucoup plus importante. Prenez ce squelette. Donc ça, c'est au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Dans la galerie de paléontologie, vous avez cette reconstitution d'un squelette d'un animal qui s'appelle le diplodocus. Les diplodocus, ou quelque chose qui y ressemble, n'existe plus du tout aujourd'hui. Si je prends une représentation d'artiste de ce que devait être l'animal qui a laissé ce fossile, ça ressemble à ça, ça n'existe plus aujourd'hui. Il n'y en a plus. Donc vous avez ici un animal qui n'existe plus aujourd'hui, dont on retrouve des traces. Même chose ici pour cet autre animal, alors là c'est dans la grande galerie d'évolution, c'est le bâtiment à côté de la galerie paléontologie. Vous avez le squelette de cet animal-là, et on vous présente ce que c'était. Ça ressemble vaguement à une espèce de cachalot ou d'orque, enfin plutôt un orque qu'un cachalot, mais non, c'en est pas un. C'est quelque chose qui est différent encore. En fait, c'est probablement un proche ancêtre des baleines, des cachalots, des orques actuels. Et donc vous avez ici quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Ça ressemble, on est capable de dire, ça se rapproche de telle ou telle chose. Ça se rapproche vraiment pour le coup des orques, des baleines, des dauphins, etc. Mais c'en est pas un. C'est quelque chose de différent. Et parfois, on a des choses qui se rapprochent, mais pas du tout. Par exemple, au Canada, on a trouvé dans des roches très vieilles, vraiment très vieilles, ces traces-là. Des traces, alors on peut dire, oh, ça ressemble à une feuille ici, ça ressemble à un coquillage. Mais lorsqu'on regarde dans le détail, on va s'apercevoir que ça, c'est pas une feuille, ça c'est la trace d'un animal. Ça également, c'est la trace d'un animal, ici aussi, là. Et on va avoir des choses très étranges. Ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a. Si, en étudiant précisément tous les fossiles de la manière la plus précise possible, on arrive à reconstituer ce qu'il y avait à cet endroit-là, alors c'était sous la mer à l'époque, ça ressemblerait à ça. Avec, alors vous faites pas voir, ça, c'est pas des algues, c'est pas des végétaux, ça non plus. Ce sont des animaux bizarres, mais des animaux. Ça, par contre, c'est des algues. Mais ça et ça sont des animaux, ça aussi. Et vous avez d'autres animaux qui, alors là c'est des animaux fixés, vous avez des animaux qui bougent comme cela, qui ne ressemblent pas à ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça date de 250 millions d'années. Vous voyez clairement qu'ici, donc dans cet endroit qu'on appelle Ediacaria, vous aviez des choses qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui. Autrement dit, les êtres vivants qui étaient autrefois ne sont pas ceux qu'il y a aujourd'hui, et certains de ces êtres vivants ne ressemblent pas du tout à ceux que l'on a aujourd'hui. Certains sont très proches, d'autres un petit peu plus lointains, d'autres ne ressemblent pas du tout. Donc vous aviez autrefois sur Terre des êtres vivants qui n'étaient pas exactement les mêmes que ce qu'on a aujourd'hui, et qui parfois étaient très différents. Les fossiles qu'on retrouve ne sont jamais exactement semblables aux êtres vivants actuels. Certains sont même très différents. Cette observation indique que les êtres vivants du passé n'étaient pas les mêmes que les êtres vivants actuels. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pas les mêmes qu'autrefois? Il peut y avoir plusieurs choses qui se passent. Pour comprendre ça, je vais prendre un groupe, qui est le groupe dont on a parlé avec les diplodocus, hein. Donc je vais prendre le groupe de ces animaux-là, qui s'appelle le groupe des dinosaures. Je regarde les dinosaures et j'essaie de les organiser pour essayer d'obtenir leurs ancêtres. Vous avez dû voir ça normalement au collège, comment on peut s'organiser pour ancêtres en faisant des arbres comme ceci, qui permettent de déterminer les ancêtres. L'ancêtre commun à tous les dinosaures, il était là. Il avait des caractéristiques qui sont indiquées ici, pas très intéressant. Puis, vous voyez que les dinosaures se séparent en deux groupes. Un groupe qu'on appelle les autrichiens, un groupe qu'on appelle les ornithichiens. Vous voyez que on va avoir, donc ici c'est le temps qui passe. Trias, Jurassique, Crétacé sont des périodes. Nous, on est au bout ici, on serait là. Et plus on va par là, plus c'est vieux. Donc vous voyez qu'apparaissent les dinosaures au début du Trias, qui se séparent rapidement en deux groupes. Et que ces groupes, on va avoir d'autres groupes qui vont se former à l'intérieur. Parfois, on a des groupes qui disparaissent totalement. Vous voyez les stégosaures, par exemple, stégosauriens, disparaissent à la fin du Jurassique. Au Crétacé, il n'y a plus de stégosaures. Il n'y a plus de stégosauriens à la fin du Crétacé. Ils disparaissent à la fin du Jurassique. D'autres groupes vont poursuivre, vont continuer. Ils continuent avec des êtres vivants à l'intérieur qui évoluent, qui changent. Ce ne sont pas toujours les mêmes. On verra l'évolution un petit peu plus tard. Et vous voyez qu'il y a des groupes à chaque fois qui disparaissent. À la fin du Crétacé, les groupes de dinosaures qui n'avaient pas déjà disparu disparaissent tous. Par exemple, ici, le groupe des Tyrannosauridés, dans lequel il y a le Tyrannosaurus rex, le T-Rex, ou le groupe des Cératopsiens, où il y a le Triceratops, ou le groupe des Sauropodes, qui est ici, ou ici le groupe des Maniraptors, donc dans lequel vous l'avez le Velociraptor, etc. Tous disparaissent, sauf ce groupe qui est en bleu. Ce groupe qui est en bleu, c'est un groupe qu'on appelle le groupe des oiseaux. Et vous avez les oiseaux qui existent encore aujourd'hui. Les oiseaux appartiennent au groupe des dinosaures. Les oiseaux sont des dinosaures. Mais c'est un groupe parmi le groupe des dinosaures. Vous avez plein de dinosaures et parmi tous ces dinosaures, vous avez les oiseaux. Et vous voyez que les oiseaux existent encore aujourd'hui, mais que le reste des groupes de dinosaures a disparu au Crétacé. Autrement dit, vous avez des groupes qui vont apparaître. Les oiseaux, ils apparaissent ici, au Jurassique. Au Trias, il n'y avait pas d'oiseaux. Les oiseaux sont apparus au milieu du Jurassique. Chaque groupe va apparaître à un moment, et les groupes, parfois, disparaissent. On dit qu'ils sont éteints. Donc vous avez des groupes qui apparaissent, qui expliquent que l'on a de nouveaux groupes, et donc de nouveaux êtres vivants, et vous avez des groupes qui disparaissent. Chaque groupe d'êtres vivants est donc apparu à un moment sur la Terre, parfois récemment. Certains groupes sont aujourd'hui éteints. Alors parfois récemment, je peux prendre l'exemple de l'espèce humaine. L'espèce humaine est apparue il y a 200 000 ans. 200 000 ans, c'est tout jeune pour un groupe d'êtres vivants. Mais vous voyez, l'être humain n'existait pas avant 200 000 ans. Par exemple, à l'époque du Diplodocus ou du T-Rex, il n'y avait pas d'être humain. Pas du tout. Et puis certains groupes s'éteignent. Par exemple, le groupe des Diplodocus ou le groupe des stégosaures, dont je dis, sont éteints et on n'en trouve plus aujourd'hui. Tout ça, ça nous indique que depuis le moment où on sait qu'il y a de la vie sur Terre, c'est 3,85 milliards d'années. Donc depuis 3 milliards et 850 millions d'années, il y a de la vie sur Terre. Depuis ce moment-là, on a eu régulièrement des nouvelles espèces, bref, une biodiversité qui apparaît. La biodiversité qu'on observe aujourd'hui, c'est la biodiversité qui est aujourd'hui. Si je remonte 200 000 ans avant, puis 1 million d'années avant, puis 2 millions d'années avant, puis etc., jusqu'à 3,85 milliards d'années, j'aurai à chaque fois des êtres vivants différents. Donc la biodiversité actuelle, ce n'est qu'une toute petite partie de la biodiversité passée. Pourquoi est-ce qu'on a changé? Comment on a changé? En gros, qu'est-ce qu'on avait appelé l'évolution et les crises de la biodiversité? Ça, on verra ça la semaine prochaine. Je vous laisse pour l'instant recopier ce cours, l'apprendre et je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine!